Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. La semaine dernière, nous le recevions, mais comment pouvoir concentrer toute une carrière en une seule émission? C'est mission impossible, tout simplement. Alors c'est pourquoi ce soir, nous poursuivons ce récit des plus passionnants avec mon invité et auteur du livre « Du bois d'œuvre aux bonnes œuvres », M. Michel Perron. M. Perron, bonsoir. Oui, bonsoir tout le monde. M. Perron, quand on s'est quitté la semaine passée, on était à l'île Mouk-Mouk, que vous avez payé un gros 50 $ et qui a été un placement incroyable à ce moment-là. Très vitement, il y a eu plusieurs groupes qui se sont, parce que là, il faut dire que vous avez aménagé oui. Mouk-Mouk, vous en avez fait presque un paradis. Vous avez reçu beaucoup de personnes, de personnalités à cette île-là. Mais moi, il y a un passage dans votre livre qui m'a fait bien rire, c'est que vous l'avez prêté au Conseil québécois des évêques en 1970, mais vous leur avez prêté à une seule condition. Quelle était cette condition, M. Perron? Il faut dire que l'île Mouk-Mouk servait pour, au début, on s'en servait comme camp de pêche, puis on a découvert que le lac du Parquet était très bon pour la pêche. Ça a été un bon endroit. Il y avait beaucoup moins de pêcheurs autrefois qu'aujourd'hui. Il y avait moins de chalets. Alors, la pêche au doré, ça comparait à ce qu'il y avait de mieux dans la région. Alors, donc, on a dit c'est un bel endroit pour aménager. Puis là, on a commencé à réparer les bâtisses, en ajouter. Puis on avait souvent des clients, de Toronto, Montréal, qui nous disaient, on aimerait ça, nous autres, à la pêche, dans Abitibi, êtes-vous capable de nous organiser? Puis là, les gens, on achète votre produit, puis ça fait que donc, ceux qui vendaient pas mal notre produit, on les invitait à la pêche. Et puis, puis après ça, on a poussé ça un peu plus loin, on les invitait quelques-uns à la chasse à l'Ornial, puis alors ça nous a bien servi, parce que ça rendait nos clients heureux. Oui, exactement. Et puis ça nous donnait des commandes. C'était un coin de paradis. Puis vous récompensiez vos clients qui savaient que vous leur remettre aussi là, à ce moment-là. Puis naturellement aussi, on avait des clients américains, on avait des clients de l'Ontario, un peu partout. Puis plus ça allait, l'affaire grossissait, c'était devenu presque comme une grosse pourvoirie. Oui, exactement. Alors on avait des employés là, un cuisinier, puis tout ça. Puis les gens, quand ils partent en vacances de pêche, c'est sûr qu'ils prennent un coup. Et alors, ça consommait pas mal de boissons. Puis les gars en vacances, eux autres, ils aiment ça prendre un coup. Ils sont en dehors de leur bureau. Voilà. Mais nous autres, le lendemain matin, il faut aller à la job. Puis alors, des fois que c'était dur. Puis l'île Mouk-Mouk est devenue connue. Et puis, naturellement, c'était reconnu comme un endroit où ça prenait un coup pas mal. Et puis tout ça. Alors, quand un bon jour, le curé de la Sarre m'appelle pour me demander, il dit, j'ai entendu parler que vous aviez pourvoirie du Parquet, puis là, le conseil des évêques québécois veut venir dans Abitibi, cherche un endroit très discret, pour environ une semaine. Puis il dit, il n'y a pas même un endroit où je peux trouver ça. Est-ce que vous pourriez nous prêter l'île Mouk-Mouk? J'ai dit, si vous croyez que c'est à propos, ça nous ferait bien plaisir. Et puis, on va s'organiser pour que vous allez être combien? Je pense qu'il était une quinzaine, avec les aides ecclésiastiques. Et puis, vous manquerez pas de vin, vous allez avoir toute la vin de messe que vous voulez. Mais il y avait une condition. Il y avait une condition en face un peu. J'ai dit, naturellement, des fois, les gens placotent, puis on parle un petit peu injustement de l'île Mouk-Mouk. Alors, s'il y a eu des fautes ou des péchés ou des abus de boisson, peut-être qu'on pourrait demander au Conseil des évêques de passer l'éponge sur le passé, puis qu'on reparte à neuf. Et ça a été fait. Alors, ça a été fait. Alors. Monsieur Perron, en 1960, pendant 20 ans, vous avez appuyé, quand je parle vous avez appuyé, c'était Normic. Oui. Vous avez appuyé l'Union nationale. On a parlé de M. Lesage dans la première émission. M. Duplessis qui était au pouvoir à ce moment-là. Mais en 1960, on a l'arrivée des libéraux avec Jean Lesage et la fameuse Révolution tranquille.
ça a été difficile à ce moment-là, parce que là, vous aviez pendant 20 ans appuyé un parti politique, il n'est plus là. Ça a été difficile? Oui, ça n'a pas été facile. Et puis, c'est sûr, quand les choses passent, après ça, on apprend à les apprivoiser. Mais il a fallu faire des petites acrobaties. Puis, en 1963, on est allé construire une usine à Cochrane, dans le Nord-Ontario. Là, on s'apercevait qu'on avait des embûches politiques. Il y avait d'autres gens qui auraient voulu couper aux endroits où on avait des opérations. Ben, on a dit aux députés, si vous voulez pas nous accorder de droit de coupe, ben, prenez nos scieries, vendez-les à d'autres pour que les gens puissent travailler. C'est ça. Mais quand on a parlé d'aller bâtir une usine en Ontario, là, j'ai commencé à avoir des appels de certains. Le ministre des Terres et Forêts du Québec, Lucien Clich, m'appelle. Puis j'entends parler, vous voulez aller bâtir une usine en Ontario. Pourquoi vous restez pas au Québec? Puis on aurait de la place en Gaspésie, à Matane, pour un projet de 30, puis blablabla. Puis j'ai dit, il est trop tard, on a pris notre décision d'y aller. Alors on a pensé, nous, qu'en allant dans l'Ontario, c'était pas bien loin de l'Abitibi, à Cochrane, puis il y avait des installations de chemin de fer disponibles, que ça serait un peu un genre de balancier politique. Ça l'a été aussi. Fait que c'était un petit peu plus difficile, mais ça s'est replacé par après. Parce que c'est, en fin de compte, l'ouvrage donné aux gens. C'est sûr, c'est ça qui comptait. Il fallait faire attention à ce moment-là. Oui. Il y a au début des années 70, M. Perron, le mouvement séparatiste vous inquiétait. Et apparemment, on le sentait dans certains messages de la direction. On en lit dans votre livre. Qu'est-ce qui vous inquiétait de ce mouvement-là? Bien, quand ça a commencé, ça inquiétait beaucoup de gens d'affaires, naturellement. Puis le mot séparation, le mot séparatiste. Alors nous, on avait une usine dans l'Ontario. Puis on vendait les produits, beaucoup de bois aussi qu'on amenait à la serre venait de l'Ontario. Puis lorsqu'on allait au début, les propos, on n'était pas habitués, étaient plus durs. Alors ça inquiétait les anglophones de l'Ontario. Alors les gens du ministère des Terres et Forêts nous disaient, ben là, on vous laisse couper du bois dans l'Ontario, vous faites des échanges avec Abitibi Paper. Parce qu'eux ne coupaient pas le pain gris, puis on amenait ça à la serre pour alimenter notre scierie. 60% de notre scierie à la serre a toujours été alimentée de l'Ontario. Alors ces gens-là nous disaient, pourquoi vous voulez vous séparer? On vous donne tout le bois que vous avez besoin, on vous donne du bois de l'Ontario qui va au Québec, puis il y a des marchands ontariens qui achètent votre bois, puis vous voulez vous séparer. Là, ils nous prenaient en partie comme si on était responsables. Alors, c'est sûr qu'on ne pouvait pas favoriser ça vous a inquiété, comme ça l'a inquiété plusieurs industries à ce moment-là. Oui. Puis il y a des banquiers, d'ailleurs, qui ont quitté le Québec. Puis on connaît toute la saga qu'il a faite. Dans votre livre, M. Perron, en 1979, il y a un passage dont j'ai été témoin visuel et puis j'ai été témoin physique également. C'est votre achat de Norton Timber à Rouyn-Noranda avec les Sam Rice, Chuck, Walter Chuck, Roland Grandbois, c'est sûr, qui était un des principaux actionnaires de Norton Timber. Et moi, j'étais comptable à ce moment-là, ce qui m'a permis, entre parenthèses, de revenir comme fonctionnaire provincial. C'est pour ça, vous avez acheté Norton Timber en 79 pour les droits de coupe, parce qu'il y avait du tram, c'est ça? Il y avait du tram et de l'épinette également, puis il y avait le ciré à Rouen. Oui, exactement. Le ciré que vous avez défait. Alors aussi. Nous, on se disait, si ces bois-là, il y avait des bois qui étaient leur territoire forestier, venant jusqu'à du Parquet. Oui, exactement. Pas loin du Parquet, le canton Bombré, tout ça. Alors, on disait, c'est de la matière première qui est pas loin, les beaux arbres. Alors, si on pouvait, puis à la serre, on avait de la capacité. Alors, si on pouvait convaincre les gens du ministère de fermer la scierie de Rouen, qui était pas trop moderne, puis amener ces bio-là dans une scierie plus moderne, avec des scies plus minces, on ferait des gains, puis tout ça, puis ça y aurait un gros sens économique. Alors, à ce moment-là, on a acheté Norton Timber de Rouen pour quelques millions de dollars. Puis, nous, on a fermé l'usine.
Et puis, on avait expliqué aux gens de Rouen le but de ça, puis ça avait été accepté à Oui, l'époque. ça avait bien passé. Ça avait bien passé. Oui, exactement. Et je suis peiné, Gaby, d'avoir changé le cours de votre vie. Mais c'était pour un plus, tout simplement, parce qu'à la place de voyager 140 km par jour, je me suis remis travailler chez moi. C'est ça. Je vous remercie, M. Perron. D'ailleurs, il y avait des gens de la SAR qui travaillaient à Rouen. Oui, exactement. Qui travaillaient chez Norton Timber, ou Macamic, ou de la Abitibi. Fait que ça s'est balancé. Alors, je vous en ai jamais voulu, M. Perron, absolument pas. Il y a un passage qui est peut-être difficile pour vous, mais je sais que vous tenez à en parler aussi, puis je tiens à en parler parce que si on peut juste aider une personne avec ça, on pourra dire mission accomplie, M. Perron. En 1980, vous vous rendez compte que la boisson a pris le dessus sur vous. Vous avez même été jusqu'à dire ou à penser qu'une personne qui ne buvait pas était une personne insignifiante. Alors, en 1980, vous avez pris la décision. Bien, naturellement, j'ai commencé à travailler jeune, à 17 ans. Puis dans ce temps-là, l'hôtel dans l'Abitibi, les hôtels dans l'Abitibi occupaient beaucoup de place pour les travailleurs. Alors, j'aimais ça aller à l'hôtel avec les gars avec qui je travaillais. Puis c'était à qui prendrait le plus de boissons. On était plus tough que les autres. Et puis, en tout cas, l'habitude s'est développée. Je faisais beaucoup de relations publiques avec les clients, etc., les financiers. Alors, un jour, je me suis rendu compte que j'avais perdu la maîtrise là, de moi-même. J'avais besoin de prendre un coup tous les jours. Alors, je me disais, demain, il faut pas que j'en reprenne. Mais rendu à 11h, midi, j'avais hâte d'aller me dîner pour être capable de prendre une bière, prendre 2 bières. Puis, alors, on devient alcoolique sans trop s'en rendre compte. Puis l'alcoolisme, c'est une maladie. Oui. Alors, on veut pas l'admettre. Alors, tant qu'on veut pas l'admettre, on ne veut pas être traité. Mais le jour où on s'aperçoit vraiment qu'on a perdu la maîtrise de soi, on devient victime de soi-même. On n'est plus en contrôle. On n'est plus capable de faire ce qu'on veut parce que là, c'est l'heure de prendre un coup. Dans la journée, c'est la soirée pour prendre un coup. On vit quasiment pour prendre un coup, sans s'en rendre compte. Oui, exactement. Puis on fait prendre un coup aux autres aussi. Quand on est alcoolique, on sent qu'on est coupable un peu. Alors, pour se déculpabiliser, prenons donc un verre ensemble. Ouais, alors, puis quand la visite arrivait chez nous, première parole, je leur disais, voulez-vous une bière? Alors, c'est pas nécessaire, quand quelqu'un arrive chez vous, de leur offrir une bière. Parce que vous vouliez. Oui, parce que moi, je voulais en prendre, donc, ça... C'était une porte d'entrée. Une porte d'entrée. Puis ça, sans s'en rendre compte, dans notre vie, on fait ça beaucoup. Au travail, vous allez à un dîner d'affaires, vous offrez le vin. Si personne en prend, vous essayez de convaincre un collègue d'en prendre. Vous n'êtes pas tout seul, vous êtes deux. Vous êtes deux, alors ça vaut la peine de commander un vin. Alors, et mon épouse s'était rendu compte de ça. Puis, naturellement, elle a fait beaucoup pour moi, elle a prié pour moi, elle a fréquenté le mouvement Al-Anon pour les femmes dont les maris sont alcooliques. Et un bon jour, elle m'a convaincu d'aller suivre une thérapie. Puis ça a été mon sauvetage, parce que j'ai aimé ma thérapie. Puis j'ai fait une thérapie de 30 jours dans la région de Montréal. Et puis j'ai été j'ai appris tellement sur moi-même que je n'ai jamais retouché à une goutte de boisson depuis ce temps-là, 1980. Alors, on est en 2009, ça fait 29 ans. 29 ans. Puis je n'ai plus le désir, j'ai pas le goût. Je suis très heureux. Puis je fais partie maintenant de la Fondation Jean Lapointe depuis presque ce moment-là pour aider les gens qui sont en problème de toxicomanie, de jeu, en dépendance. Moi, M. Perron, je vous félicite pour ça parce que je sais que ça n'a pas été facile dans votre position à vous, et je m'explique en disant ça, c'est que vous retourniez ou encore à l'île Moukmouk, où la boisson coulait à flot, il faut le dire. Vous avez continué à être un industriel, vous avez continué à être dans le monde des affaires où, il ne faut pas s'en cacher, la boisson coule aussi à flot, et que vous ayez fait tout ça pour en arriver là, et que vous êtes aujourd'hui sobre. Encore, moi, je vous félicite, M. Perron. Est-ce que, et une chose aussi,
il faut, moi, je me prosterne presque devant Lise, votre épouse, qui est une femme extraordinaire. Certainement. Certainement. Alors, le geste que j'ai, la thérapie que j'ai suivie m'a beaucoup aidé. Seul, je n'aurais pas été capable d'arrêter de prendre la boisson, de consommer. Alors, quand quelqu'un a une dépendance, le jour où on admet qu'on a besoin d'aide, il y a la moitié de la bataille. Voilà le mot. Admettre, je suis un alcoolique, déjà. Alors, puis dans les thérapies, ils nous le font admettre, puis ils nous donnent les moyens de s'en sortir, puis comment refaire son plan de vie. Excusez, M. Perron, mais on sait que vous avez pris des décisions dans votre vie, là, des décisions qui auraient pu changer l'allure, le cours de votre existence. Vous avez pris des décisions au point de vue monétaire qui auraient pu peut-être vous ruiner. Vous avez pris des décisions qui incorporaient des milliers de travailleurs. Est-ce que c'était la décision la plus difficile à prendre pour vous d'arrêter de boire? Je dirais que de me convaincre que j'avais un problème, parce qu'on se voit pas, puis on se regarde pas dans le miroir. Puis quand on est à la tête d'une pyramide, qu'on est un président de compagnie, c'est dur d'admettre qu'on a besoin d'aide parce qu'on a une maladie qui est l'alcoolisme. Alors, ça n'a peut-être pas été la chose la plus dure, mais la plus importante de ma vie, voilà, parce que ça m'a prouvé à moi-même que j'étais capable de faire quelque chose avec l'aide de d'autres. Puis quand j'ai eu d'autres défis à relever, tels que ma maladie de rein, en 1993-92, quand j'ai eu une maladie de rein, une maladie mortelle, chronique, maladie de rein, j'ai été capable d'y faire face. Je pense parce que j'avais eu de l'entraînement avec la thérapie de 1980 de l'alcoolisme. Monsieur Perron, il y a dans votre vie, un autre cas qui vous a beaucoup marqué. C'est le décès d'un de vos grands amis, qui était M. Marc Lavigne. C'était une tragédie, surtout sur la circonstance du décès. Expliquez-nous, monsieur. Bien, nous étions à tenir l'assemblée annuelle de la véranderie à Montréal, au complexe des Jardins. Et avant l'heure fixée pour la rencontre, on faisait une pratique, et puis à peu près une demi-heure avant. Et puis tout à coup, Marc Lavigne a déposé sa tête a tombé sur mon épaule. Alors, ça lui arrivait après le repas, des fois, de s'endormir un petit peu, comme ça arrive à des gens. Alors, je lui ai repoussé la tête, en pensant qu'il se réveillerait. Puis sa tête a retombé sur mon épaule. Alors là, j'ai réalisé qu'il y avait un problème. Alors, j'ai dit aux autres gens qui étaient alentour, Marc Lavigne a un problème. Et puis là, on s'est levé, puis on a essayé de le shaker, puis tout ça. Puis on a fait venir les ambulanciers de la bâtisse, puis on a constaté son décès. Il était mort sur le coup. Sans faire de bruit ou de changer de couleur, il est pas venu. Il est resté couleur naturelle. Il a pas dit un mot. Quelqu'un qui décède, des fois, va pas faire un soupir ou quelque chose. Alors, donc, ça a été pour nous une grande perte. Marc était président de la véranderie, corporation de gestion, qui avait été fondée dans l'Abitibi, principalement à la Sarre par le docteur Doyon, Bernard David et Marc Lavigne. Et moi, j'avais été invité aussi au début à investir, donc j'étais administrateur, mais je ne m'occupais pas de la direction de la véranderie dans les débuts. Mais en cours de route, il y a eu des années difficiles, et puis dans la véranderie, il y a eu des bonnes années. La véranderie est devenue publique, elle a fait beaucoup d'acquisitions dans le transport routier. Avait acheté Brazo Transport, l'avait fait grandir à devenir la 4-5e plus grosse entreprise de transport au Canada. Oui, exactement. On était partout au Canada. Alors, et en 1980, quand les taux d'intérêt 80-81 ont monté, le prime rate à 22,75%. Là, la véranderie voulait faire des émissions de capital action. Il n'y avait pas d'acheteurs. Donc, j'ai été obligé, pour sauver la compagnie, d'investir moi-même et mes frères. Alors, on a remis du capital dans la véranderie, ce qui a fait qu'on en a acquis le contrôle. Puis à ce moment-là, la véranderie avait fait beaucoup d'acquisitions par emprunt, à taux flottant.
Alors, quand vous avez un taux flottant pas loin de 25 les affaires deviennent très difficiles. La véranderie était devenue une grosse entreprise. Oui, exactement. On avait un commerce de télévision à Québec. Oui, qui s'appelait Télé-Capitale. Télé-Capitale, Il y avait des postes à Baie-Comeau, Rimouski, Sept-Îles, Rivière-du-Loup. Alors, puis les postes de télévision, de radio, il y avait 650 employés dans Télé-Capitale. Voilà, exactement. Monsieur Perron, il y a un autre événement tragique qui est venu assombrir et bouleverser chacun des membres de votre famille. En 1987, c'est le décès de Éric, qui était alcoolique. Il était dans la drogue aussi. Ça a été difficile, ce passage-là de vous? Oui, ça a été très difficile pour ma famille, moi-même, mon épouse. Le jeune homme Éric avait 24 ans. Il était gradué d'université. Il avait commencé à travailler. Il consommait. On a fait toutes sortes d'efforts pour essayer de consommer de la boisson, puis après ça de la drogue. Il avait commencé à l'école à en prendre. Et puis, malheureusement, c'est un garçon très intelligent. Il ressemble beaucoup à mon fils Henri qui m'a sauvé la vie. Et puis, on a essayé du mieux qu'on a pu. Puis, finalement, il a décidé de mettre fin à ses jours. Vous aviez réussi avec Henri? C'est par après que j'ai réussi avec Henri. OK, c'est par après. Ouais. Alors, est-ce que pour vous, est-ce que vous avez considéré ça comme étant un échec? Non, pas comme un échec, parce qu'on a fait tout en notre possible, mon épouse et moi, pour essayer de le ramener sur le bon chemin, essayer de le sensibiliser. Puis il nous a laissé des témoignages, des lettres qu'il nous avait écrites avant de prendre sa décision. Puis il disait, vous n'êtes pas responsable, vous n'êtes pas coupable, je ne suis plus capable de faire face à la montagne. Pour lui, là, c'était le noir total. C'était noir. Alors, ça, c'est psychique, c'est mental. Oui. Alors, nous, on a pris la décision de dire, c'est son créateur, c'est pas nous on l'avait élevé, mais les enfants ne nous appartiennent pas. Ils nous sont confiés et ils nous sont prêtés. Oui. Alors, donc, Éric, on l'aimait, on a voulu le mettre sur le bon chemin, on l'a fourni la meilleure éducation possible, scolaire, faite pour lui, puis il se sentait pas à l'aise dans cette vie, puis il a pris sa décision. Alors, on lui en a pas voulu, on n'en a pas voulu à son créateur non plus, parce que c'est la volonté du Seigneur, puis il faut respecter ça. Monsieur Perron, le choix de Québecor pour l'achat de 55% des parts de la SGF, on dit que c'est un choix politique. Est-ce que, selon vous, c'était un de vos plus gros échecs? Ça a été un échec, mais peut-être pas la plus grosse, parce que moi, les échecs, j'en ai eu plusieurs dans ma vie, puis j'apprends à les... On apprend? Oui, on apprend à les accepter, on apprend à dire, je me reprendrai. Et donc, ça, c'était un échec, parce qu'on avait travaillé très fort sur ça. La compagnie Donahue, qui était détenue par le gouvernement du Québec, par la SGF, était une compagnie publique. Puis nous, quand on rencontrait des politiciens, on leur disait, pourquoi vous ne vendez pas cette compagnie-là? Vous possédez 55%. Puis nous autres, si on en avait le contrôle, on pourrait mieux diriger l'entreprise. Puis entre-temps, on avait fait un deal avec eux, avec la compagnie Donahue. On les avait convaincus de venir construire un moulin de papier dans l'Abitibi. Finalement, on a pris la décision de le construire à Amos. Alors, on a fait un partenariat avec eux. Et puis, donc, on était à 50-50 dans ce projet-là, de construire un moulin de papier à Amos qui fonctionne encore très bien aujourd'hui. Alors, c'était un gros projet, un projet de 240 millions. Ça avait coûté dans le temps. Et pour nous, être capable de faire ça dans l'Abitibi. Et le but principal, nous, on avait toujours un problème de vendre les copeaux de nos scieries. On était plus loin sur la ligne. Dans ce temps-là, on chipait par chemin de fer. Puis quand les compagnies avaient trop de copeaux dans le sud, ils commençaient par couper au bout de la ligne, ça nous coûtait plus cher de frais. Oui, c'était à nous à la Sarre, puis après ça, il y avait Amos, puis il y avait Sainte-Terre, Val-d'Or, puis alors Parent, puis donc
monsieur, parce que je m'excuse, il faut aller vite, monsieur Perron, c'est pour ça. Il y a une chose qui m'a frappé dans votre livre, c'est que Paul Desmarais disait que le succès s'obtient par 3 choses. Le travail et le travail. Pour vous, le succès s'obtient par 3 choses également. L'attitude et l'attitude. J'ai trouvé ça vraiment très bon. Merci. Vous voulez que je commande? Oui, un peu. Bien, l'attitude, je pense, c'est la chose la plus importante dans la vie. Parce que si on a une bonne attitude à son travail, on va aimer son travail. Si on a une attitude défaitiste, bien, on est perdu d'avance. Si on voit les équipes sportives qui lancent des cris de ralliement, on y va, on va gagner, on est positif. Alors moi, j'ai appris jeune, mon père est un homme positif. Il a eu des difficultés, lui aussi, puis on s'en est toujours réussi à passer au travers, parce que le verre d'eau, moi, il est toujours à moitié plein. Il n'est pas à moitié vide. Puis dans la vie, pas juste en affaires, que ce soit regardez alentour de vous, puis les gens qui sont optimistes, qui ont une bonne attitude positive, ils réussissent. Et j'ai un de mes amis, moi, un grand ami, puisque j'ai été 20 ans sur le conseil de la Banque nationale comme administrateur, et j'étais très ami encore aujourd'hui, André Bérard, qui était un des grands présidents de la Banque nationale. Lui, il nous disait souvent, l'enthousiasme chez les gens, ça veut dire l'attitude, ça, c'est contagieux. Si vous avez un gars enthousiasmé dans un groupe, il va rendre le groupe. Les autres groupes vont devenir enthousiastes. Exactement, c'est ça. Alors, je pense que c'est la base de la vie. Monsieur Perron, on termine, non pas sur une note triste, mais sur la disposition de vos cendres. Vous écrivez, et vous le dites si bien, ça presse pas, là. Vous n'êtes pas prêt de suite, mais vous voulez que ce soit fait à 2 endroits. À quel endroit? Bien, lorsque mon créateur décidera que c'est la fin pour moi, aujourd'hui, les gens se font incinérer, puis je crois à cette méthode également. Alors, je veux que mes cendres soient déposées à la Sarre, où je suis natif, j'ai passé ma vie, mais je voudrais faire un petit spécial. On va les séparer à peu près en 2, puis j'aimerais qu'on en répande un petit peu dans la nature, parce que j'ai beaucoup aimé la nature. Exactement. Alors, les beaux endroits que j'ai aimés, c'est la région de la Sarre, et également le nord, aller jusqu'au lac Le Gardeur. Alors, j'aimerais que mes cendres soient répandues de façon à ce que mes enfants, mes survivants disent, il y a peut-être un petit peu de lui. Les arbres sont en santé. Il y a peut-être un petit peu des cendres du bonhomme Perron. alors, c'est pour ça, c'est symbolique, plus que d'autres choses. Et la nature vous a fait vivre, mais vous avez fait vivre combien de personnes avec la nature aussi? Ça, oui, c'est sûr, important. C'est sûr que maintenant, je voulais juste rajouter un petit peu que je m'excuse, là, j'ai Mais une chose est certaine, Monsieur Perron, c'est que moi, j'en viens à ça, là, c'est que on parle de vos cendres, là, à la Sarre, et puis après ça, vers votre camp, à la Gardeur, mais ça presse pas de suite. Non, absolument ça, c'est sûr. Une chose est certaine aussi, c'est que en terminant, il reste à peine 1 minute, monsieur. J'aimerais ça qu'on parle très vitement de votre livre que vous donnez à toute la population, mais seulement qu'on vous demande si c'est possible. Il y a ici une petite enveloppe. Vous faites un don à la Société canadienne du rein. Oui, c'est ça. Et de signer la carte des dons d'organes. Oui, ça, c'est une chose très importante parce que actuellement, au Québec, on est en manque de dons d'organes. Il y a beaucoup de gens qui sont en dialyse sur des listes d'attente. Et puis, s'il y avait la chance d'avoir un rein de disponible ou un autre organe pour d'autres choses, mais ça pourrait aider des vies des gens. Alors, si vous voulez aider la cause, si vous avez apprécié le livre, au moins signez votre don d'organes sur votre carte d'assurance santé, puis faites une petite contribution à la Fondation du rein. Peu importe le montant, ça sera toujours apprécié. Monsieur Perron, merci infiniment. La seule chose que je vous souhaite, c'est longue vie à vous, puis continuez votre excellent travail, même, on ne vous donne même pas votre âge, alors continuez votre excellent travail. Surtout, merci d'avoir été des nôtres.
Puis il se peut que nous fassions une autre émission vers le mois de mai ou quelque chose, qu'il y a beaucoup de sujets qui sont restés encore en suspens. Alors, ça nous fera bien plaisir de vous réinviter, M. Perron. Bien, merci beaucoup, M. Lacasse, puis je suis très heureux d'avoir pu communiquer avec les gens de l'Abitibi. Puis malheureusement, il nous manque de temps, mais j'aurais aimé à vous parler ce que j'ai fait dans les derniers 10 ans ou 15 ans, ou 20 ans de ma vie. On va vous donner du temps d'antenne, M. Perron, oui. puis on va se reprendre au mois d'avril ou mai, puis on en parlera encore. Certain, c'est bien gentil, C'est moi ça qui me vous fait remercie. plaisir. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là et on se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir.